Merci Stéphanie. Donc, pour cette première partie, on a divisé cette partie en quatre. On va voir quatre textes ensemble. L'ordre dans lequel ils vont vous être proposés va du texte le plus figé, puisque le premier texte a été voté récemment et donc d'application. Et donc tout ce qui va vous être expliqué sur ce texte est valable dès aujourd'hui, jusqu'à un texte, la directive européenne, qui est encore en discussion au niveau européen. Donc on a quand même décidé de vous en parler aujourd'hui, puisque les changements qui sont annoncés par cette quatrième version de la directive sont quand même conséquents. Mais ce qui va vous être expliqué aujourd'hui est à prendre avec grande prudence, puisque on ne sait absolument pas quelle sera la version définitive de ce texte. Et une fois que cette version définitive sera connue, il y aura encore la transposition dans le droit wallon qui doit être faite. Et comme toute directive, il y a parfois des cadres qui sont fixés, et c'est à l'État membre à vraiment définir comment il va appliquer les choses. Et donc il se peut très bien que des choses qui vont vous être expliquées aujourd'hui ne verront jamais le jour, parce que ça ne sera pas retenu dans la version finale du texte. Alors on va commencer par la GOE-PEB qui a été modifiée en janvier, et principalement par rapport aux exigences système. Donc la GOE a été votée le 11 janvier 2023, il a été publié plus tard le 17 mars. La règle en vigueur pour tout texte, si ce n'est pas précisé autrement dans le texte, c'est qu'il entre en vigueur 10 jours après sa parution au Moniteur. Donc c'est pour ça que ce texte est en vigueur depuis le 27 mars 2023. Comme à chaque présentation où j'évoque des textes légaux, je ne peux que vous conseiller d'utiliser le site Walex, qui est donc le portail des textes légaux applicables en Wallonie. Donc si vous y cherchez la GOE-PEB, vous verrez en haut à droite qu'en fonction de date, vous avez les différentes versions qui sont applicables. Ça permet d'une part de s'assurer qu'on a la dernière version, puisque ici, donc, la dernière a été mise à jour pour le 27 mars. Ça permet aussi, si à un moment donné, on doit gérer un dossier plus ancien ou qu'on reçoit des questions plus anciennes, en fonction de la date du permis du dossier, d'aller revoir quelle version de texte était en vigueur à ce moment-là, et est-ce que la règle que j'applique aujourd'hui était déjà en vigueur à l'époque, et est-ce que je dois y faire attention. Donc ça, vous avez la certitude quand vous cliquez sur 27 mars d'avoir la version coordonnée applicable aujourd'hui. Et si vous voulez un peu plus de détails, dans les articles qui ont été insérés dernièrement, vous avez à la fin de l'article la référence AGOE du 11 janvier 2023. Donc si vous voulez savoir quel article exactement a été intégré par cette dernière modification, tous ces articles-là sont identifiables par cette appellation-là. Alors cet AGOE a été nécessaire pour terminer la transposition de la directive PEB 3, qui date de 2018. Donc si vous vous souvenez, il y avait eu un décret fin 2020 qui était nécessaire pour la transposition de cette directive, mais ce décret n'était pas suffisant. Il avait permis de définir au stade décrétal tous les éléments nécessaires pour transposer la directive, mais tous les articles insérés ou modifiés nécessitaient un AGOE d'application pour venir le compléter, sauf tout ce qui concernait les exigences sur l'électromobilité. C'est pour ça que ces exigences sont rentrées en vigueur immédiatement. Et donc l'AGOE ici du 11 janvier permet de compléter le travail qui avait été entamé par le décret et donc enfin de mettre la Wallonie en conformité par rapport à la transposition de cette directive PEB. Alors, le contenu de cet AGOE, c'est essentiellement d'une part une évolution des exigences système, avec une révision de l'annexe C4, qui est donc l'annexe qui reprenait tout le détail technique des exigences système, qui au vu des modifications qu'elle subissait, on a décidé de la remplacer complètement, c'était beaucoup plus pratique. Et elle met en place aussi des exigences temporelles, qu'on va voir en détail ensemble, au sujet des systèmes d'automatisation, du calorifugage et de la régulation. En matière d'électromobilité, elle vient en complément de ce qui était déjà prévu au niveau du décret, notamment en formalisant les exceptions et en ajoutant une exigence temporelle pour certains types de bâtiments existants. Alors, je vais commencer par la partie la plus importante de cet AGOE, qui sont les exigences système. Donc, précédemment, les exigences s'appliquaient aux installations techniques dans les bâtiments existants, puisque la seule mesure concernant les bâtiments neufs concernait l'installation de compteurs d'énergie thermique. Désormais, premier changement important, c'est que ces exigences système s'appliquent à tous
les bâtiments, puisque ça s'applique aux installations lors de leur placement, remplacement ou modernisation. Et donc lorsqu'on installe des systèmes lorsqu'on installe l'un des systèmes visés par l'annexe dans un bâtiment en cours de construction aujourd'hui, il est concerné par les mesures et les exigences qu'on va voir ensemble. Et ça depuis le 27 mars. Donc peu importe la date de permis du bâtiment, depuis le 27 mars, toute installation d'un système dans un bâtiment en cours de construction est concernée par tout ce qu'on va voir dans les slides qui vont suivre. Alors, dans les exigences système, on a une partie d'exigences qui se déclenche uniquement en cas de travaux. Donc celles-ci sont entrées en vigueur le 27 mars. Le détail des exigences techniques est repris dans l'annexe C4 et donc cela s'applique dès qu'on installe un système. Alors il s'agit d'un remplacement, si on remplace un élément important du système comme le générateur, toutes les exigences système relatives au système modifié sont d'application. Par contre, lorsqu'on agit sur un élément plus ponctuel comme une vanne ou un segment de conduite, là c'est vraiment que les exigences sur l'élément modifié qui sont d'application. Alors, il y a ce qu'on appelle une exigence temporelle, c'est-à-dire une exigence qui va s'appliquer au bâtiment concerné, indépendamment qu'il y ait des travaux prévus ou non. Donc là, l'échéance est d'ici le 1er janvier 2026, et ça va concerner les systèmes d'automatisation et de contrôle, le calorifugage des conduites et des systèmes de régulation. Donc, pour ce qui est des systèmes d'automatisation et de contrôle, ça concernera tous les bâtiments non résidentiels si le système de chauffage, de climatisation ou de ventilation a une puissance nominale utile supérieure à 290 kW. Et donc tous ces bâtiments-là, indépendamment du fait qu'ils interviennent sur les systèmes touchés, doivent être conformes vis-à-vis de cette exigence-là au 1er janvier 2026. En matière de calorifugage, donc des critères de calorifugage devront être respectés pour les systèmes de distribution de chaleur, de froid et de ventilation. Et ça concerne toutes les conduites de tous les types de bâtiments, donc résidentiels et non résidentiels, et également dès le 1er janvier 2026. Donc tous les bâtiments, d'ici là, doivent se mettre en conformité pour qu'à la date du 1er janvier 2026, les exigences de calorifugage soient respectées. Pour le système de régulation, c'est le même principe, donc ça concerne tous les bâtiments. C'est relatif au système de chauffage et de climatisation. Et donc pour le 1er janvier 2026, tous les bâtiments doivent avoir un système de régulation conforme qui répond aux exigences de l'annexe C4. Donc ça, c'est un peu un principe auquel il faut faire attention, puisque majoritairement en PEB, il faut un acte tel qu'une demande de permis ou des travaux pour déclencher des exigences. Ici, on rentre dans un champ d'exigences qui s'appliqueront d'office à partir d'une date prédéterminée et que donc les bâtiments doivent faire en sorte qu'entre aujourd'hui et cette date-là, les travaux pour se mettre en ordre aient été faits pour être conformes. Alors, au niveau des systèmes couverts, précédemment, donc, l'annexe C4 concernait les systèmes de chauffage, d'eau chaude, de climatisation et les ventilations d'une certaine importance. La liste des systèmes a été étendue par l'Europe et donc maintenant on peut y ajouter les systèmes de régulation. Ce sont tous les systèmes de ventilation qui sont désormais concernés, les systèmes solaires thermiques, les systèmes de production d'électricité sur site et également les systèmes d'éclairage. Et l'Europe a aussi demandé de prévoir dans ces annexes et dans cette exigence système excusez-moi, je ne pilote pas l'écran devant moi et celui-là en même temps, c'est un peu désarçonnant. Aussi donc des obligations maintenant par rapport au dimensionnement et une obligation de documentation. Donc, si on veut rentrer plus en détail dans le contenu de l'annexe C4, donc elle contient des nouvelles exigences pour les nouveaux systèmes qui sont maintenant dans le champ d'application. Concernant les exigences qui étaient déjà présentes dans la version précédente de l'annexe C4, on a supprimé certaines exigences tout simplement parce qu'elles n'avaient pas d'impact. On s'est rendu compte qu'il y avait des exigences, par exemple de performance, qui étaient systématiquement rencontrées avec les appareils modernes, donc
avoir un critère qui est rencontré dans 100% des cas n'a pas beaucoup de sens. On a aussi supprimé certaines exigences car ça portait sur une donnée qui était déjà couverte par d'autres réglementations. On pense par exemple au règlement éco-design. Il est inutile que l'annexe C4 de la PEB définisse une performance minimum pour un appareil si de toute façon pour pouvoir être mis sur le marché en respect des exigences éco-design, il doit aussi avoir une performance minimale. Et ça permettait aussi de rationaliser, de rendre plus cohérents certains autres systèmes d'exigences qui étaient prévus dans les textes précédents. Le travail sur les textes a aussi permis d'uniformiser une partie de l'annexe avec les autres régions, principalement la région bruxelloise. Et donc ça, c'est un avantage pour les professionnels de terrain qui agiront sur différentes régions puisqu'ils seront alors confrontés à des principes similaires. Et il y a toute une partie sur les exigences de comptage énergétique qui a été supprimée de l'annexe C4, qui est toujours en vigueur, mais tout simplement parce que ça a été déplacé dans un autre texte de loi qui nous semblait plus approprié pour traiter de ce sujet-là. Alors dans les nouveautés introduites par le texte, il y a la notion de dimensionnement. Donc maintenant, l'installateur d'un système devra effectuer un dimensionnement et fournir une note de dimensionnement. Et il y a une nécessité de documentation. Donc après des travaux, un rapportage devra être effectué par l'installateur. La région travaille actuellement sur un outil informatique qui accompagnera les installateurs pour effectuer ce rapportage. Et ce rapportage rentrera en considération pour des certifications ultérieures. Et donc il servira de source d'information pour permettre de certifier le bien au niveau des systèmes, en tout cas, suite aux travaux. Alors, qui doit respecter ces exigences? C'est évidemment le propriétaire et c'est l'installateur des systèmes qui sera le professionnel qui devra l'accompagner. On vous expliquait tout ce contenu aujourd'hui parce que, voilà, en tant que responsable PEB, vous avez comme ça une vue d'ensemble sur les obligations qu'un client pourrait devoir respecter. Et donc, vous n'êtes pas directement concerné par ces exigences-ci, mais si, voilà, dans le cadre de modifications dans le domaine des systèmes, vous avez des questions de la part des clients, vous avez comme ça les informations qui vous permettent de l'informer au mieux. Alors, l'autre volet de cet AGW concernait l'électromobilité. Donc, le décret prévoyait tout ce qui était nécessaire pour appliquer les exigences d'électromobilité, mais les exceptions devaient être précisées par un AGW. Et donc, tant que l'AGW n'était pas d'application, les exceptions prévues par le texte européen n'étaient pas vraiment en vigueur. Donc 3 exceptions ont été prévues conformément au texte européen pour les micro-réseaux isolés, pour les petites et moyennes entreprises et lorsque le coût d'installation et de raccordement est supérieur à 7% du coût total de la rénovation importante. Pour cette 3e exception, le texte prévoit que le ministre doit préciser les éléments permettant de déterminer ce coût. Et donc un arrêté ministériel complémentaire est nécessaire et tant que cet arrêté ministériel n'est pas là, cette 3e exception n'est pas d'application. Donc, comme des micro-réseaux isolés respectant la définition européenne, il n'en existe pas en Belgique. La seule véritable exception applicable, c'est celle relative aux bâtiments possédés et occupés par une petite ou moyenne entreprise. Alors, un autre élément relatif à l'électromobilité qui est concrétisé dans cet AGW, c'est une obligation relative aux bâtiments existants. Donc, c'est plus ou moins les mêmes exigences qui existent aujourd'hui, sauf que c'est applicable uniquement aux bâtiments non résidentiels et à partir d'un parking supérieur à 20 emplacements. Et ces bâtiments-là devront être équipés d'un point de recharge ainsi que de l'infrastructure de raccordement dès le 1er janvier 2025. Donc ce sont comme les exigences d'automatisation, calorifugage, etc. Donc indépendamment que des travaux soient prévus dans ce type de bâtiment-là, au 1er janvier 2025, ils doivent être équipés d'équipements d'électromobilité conforme à cette imposition. Donc je vais aborder maintenant la deuxième partie de ce chapitre, donc le PACE 2030. Alors, désolé pour ceux qui font aussi de la certification pour l'acronyme choisi, ce n'est pas le logiciel de procédure d'audit et de certification énergétique, c'est le plan Air Climat Énergie 2030 qui a été adopté par le gouvernement. Ils ont choisi le même acronyme, il faudra qu'on fasse avec dans nos communications. Et donc ce plan,
C'est un plan d'action qui a été donc défini par le gouvernement pour lutter contre les changements climatiques. En gros, c'est une feuille de route qui reprend toute une série d'actions jusqu'à 2030 pour réduire de 55% les gaz à effet de serre, doubler les énergies renouvelables, améliorer la qualité de l'air. Alors ce plan, si vous êtes insomniaque, il fait de l'ordre de 195 pages. Il est disponible en ligne à plusieurs endroits, vous pouvez facilement le trouver. Donc il a été approuvé vraiment récemment puisque le vote de la dernière version a été effectué le 21 mars 2023. Alors il s'articule autour de 5 principes. Consommer de manière rationnelle et de manière plus efficace. Mettre fin aux énergies fossiles et déployer les énergies renouvelables. Et créer un contexte favorable au développement et au soutien d'alternatives durables. Assurer une transition juste et inclusive et renforcer la participation citoyenne. Alors le champ d'action est très vaste, puisque on parle de la rénovation des bâtiments, ça va aussi dans le secteur de l'industrie, de l'agriculture, de la mobilité, la qualité de l'air, politique locale, gouvernance. Donc on ne va évidemment pas évoquer le contenu de ces 195 pages aujourd'hui. On fera juste le focus sur le contenu de ce PACE qui est relatif aux matières de la performance énergétique des bâtiments, puisqu'il y a 2 axes majeurs dans ce domaine-là qui sont présents dans le plan. L'amélioration de la performance énergétique et le doublement de la production d'énergie renouvelable. Alors, l'ensemble du plan est disponible notamment sur le site de la WAC. Il est encore présent pour l'instant dans les news. Donc, si vous allez à l'accueil news, vous avez assez facilement accès à l'information sur le PACE et avec un lien de téléchargement vers le document complet. Alors, en ce qui nous concerne, donc les mesures phares, il y a tout d'abord la sortie des énergies fossiles, charbon et mazout, et la planification de la sortie du gaz non renouvelable. Alors pour le charbon et le mazout, c'est acté que pour les bâtiments neufs, ça serait d'application pour le 1er mars 2025. Et pour les bâtiments existants, tout remplacement de chaudière au charbon ou au mazout ne pourra plus être remplacé par une chaudière identique à partir de janvier 2026. Pour les 2 mesures, le plan prévoit des exceptions pour impossibilités technico-économiques, ainsi que des accompagnements via des systèmes de primes pour accompagner le citoyen dans le remplacement et l'évacuation de sa chaudière et cuve au mazout. Pour ce qui concerne le gaz, donc il n'y a pas de date de sortie ni de plan de sortie qui est connu à ce jour. Ce que le plan prévoit, c'est que pour fin juin 2023, le gouvernement doit avoir établi une feuille de route et une stratégie pour que la Wallonie sorte du gaz fossile à l'horizon 2050 avec des objectifs intermédiaires en 2030-2040. Donc s'il respecte cette partie-là du plan, on devrait savoir prochainement qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire en ce qui concerne le gaz non renouvelable. Alors l'autre aspect important dans le plan qui nous concerne directement, c'est l'accélération, en tout cas la volonté d'accélérer la rénovation, avec plusieurs mesures. La première, c'est que tous les bâtiments soient labellisés pour 2028. Alors, si parmi vous, il y a des certificateurs, apprêtez-vous, parce qu'au vu du nombre de certificats qui sont enregistrés par jour et du nombre de bâtiments qui restent à certifier d'ici là, il va falloir cravacher pour réussir à tous les certifier. Ensuite, des principes globalement, c'est interdire certains labels énergétiques pour certains actes relatifs au bâtiment selon un calendrier. Alors, ce qui est prévu, c'est que une première mise en location, donc lorsqu'un bien est hérité par exemple, et que la personne qui en hérite ne compte pas y habiter et dit je vais le garder dans mon patrimoine et le mettre en location, les labels F seront interdits à partir de 2025. Pour un changement de locataire, donc pour une remise en location, même chose mais 2 ans plus tard, donc pour 2027. Et en cas de vente, le nouveau propriétaire, à partir de 2026, aura 5 ans pour effectuer des travaux dans son bâtiment et le faire atteindre le label D au minimum. En dehors de ça, donc ça ce sont des obligations liées à des actes bien précis. En dehors de ça, le plan prévoit aussi que les labels G, F, E soient progressivement interdits à partir de 2031 et puis tous les 5 ans. Me demandez pas concrètement ce que ça veut dire progressivement interdit, on n'en sait rien à l'heure actuelle. Donc le plan prévoit simplement que les labels G ne pourront plus être là en 2031. S'il y en a encore, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, on a jusque-là pour y penser. Alors je vous ai mis ici le calendrier complet. Donc
comme on vous l'a dit, la présentation vous sera transmise après. Vous aurez en annexe ce tableau-là sur un document à part pour que vous puissiez le consulter de manière plus confortable. Mais donc, ce que je vous ai annoncé, ce sont les débuts. Mais vous voyez que donc progressivement, les labels sont interdits progressivement, que ce soit pour des mises en location, des travaux imposés en cas de vente et interdiction de label à certaines échéances. Donc, globalement, l'esprit de tout ça, c'est obliger les gens à faire des travaux de rénovation, puisque jusqu'ici, il y avait des exigences énergétiques qui s'appliquaient lorsqu'on décidait de faire une rénovation. Il fallait respecter des niveaux d'isolation bien précis. Mais là, ce sont des mesures qui vont pousser les gens à faire des travaux de rénovation selon ce calendrier. Alors ça, c'était tout ce qui concerne les bâtiments existants. Pour les bâtiments neufs, ils ont aussi prévu donc une notion de ZEN pour zéro énergie et zéro émission de CO2. Et ça concernera donc les bâtiments publics dès 2027 et les bâtiments privés dès 2030. Et donc c'est un pas plus loin par rapport au quasi zéro énergie qui est applicable aujourd'hui. Ce niveau ZEN n'est bien entendu pas encore précisément défini aujourd'hui, donc on ne sait pas à quel niveau de consommation il correspondra. Alors ce qui est important de comprendre par rapport à un texte de loi, c'est que le PACE n'est pas un texte de loi, c'est un plan d'action. Alors c'est un document officiel puisque c'est un document que chaque État membre devait communiquer à l'Europe, et donc on peut s'attendre à ce que l'Europe revienne dans les années prochaines vers la région pour demander un rapportage pour voir voilà, où en êtes-vous dans la concrétisation des actions de votre plan. Mais tout ce qui est prévu dans ce plan-là n'existe pas encore dans un texte de loi et donc n'est pas d'application. Toutes les mesures réglementaires qui sont dans ce plan nécessiteront un décret et ou un arrêté du gouvernement pour vraiment s'appliquer sur le terrain. Et voilà, on sait tous qu'entre les intentions et les concrétisations, le chemin peut être très long et très sinueux. Donc, comment les actions de ce plan seront traduites vraiment dans les textes de loi? Est-ce que ça sera à l'identique ou avec certaines adaptations? Ça, on le verra dans les mois qui viennent. Alors la troisième partie concerne l'exigence énergie renouvelable. Alors pourquoi on a cette nécessité de prévoir une nouvelle exigence dans ce domaine-là? C'est à cause d'une autre directive, donc la directive RED 2, qui prévoit à un endroit que les États membres doivent prévoir dans leur réglementation en lien avec la construction une exigence qui impose de manière explicite au placement de systèmes d'énergie renouvelable dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation importants. Donc cette directive, grâce au décret de fin 2020, on avait aussi pu prendre certaines mesures pour transposer cette directive. Donc on a simplement repris le principe général de créer une exigence, certaines définitions et les délégations nécessaires pour qu'un AGOE d'application puisse derrière venir préciser exactement quelle serait la forme et les modalités de cette exigence. Donc c'est à ce stade-là qu'on est actuellement dans la préparation de cet AGOE. Et donc tant que cet AGOE n'est pas en vigueur, toutes les mesures du décret sont insuffisantes pour la transposition. Il faudra attendre l'AGOE en question pour que la transposition soit complète et que de nouveau la Wallonie soit conforme vis-à-vis de cette obligation européenne. Alors, en réfléchissant à la mise en place de cette nouvelle exigence, on a d'abord fait un constat sur les bâtiments qui sont enregistrés dans la base de données. Et donc ici, on a un échantillon de plus ou moins 60 000 unités résidentielles qui respectent les exigences CUSEN actuelles. Dans ces unités, on a 40% d'entre elles qui n'ont pas le moindre système d'énergie renouvelable. La toute grande majorité sont chauffés et produisent l'eau chaude via une chaudière à condensation gaz. Et donc tous ces bâtiments-là n'ont pas le moindre recours à de l'énergie renouvelable. Donc quelle que soit la forme de l'exigence qui imposerait d'en mettre, ça veut dire que ces bâtiments-là, si on les répétait et qu'on continue à les construire de la même façon, ces bâtiments-là ne seront plus conformes à la nouvelle exigence puisqu'ils ne contiennent pas la moindre source d'énergie renouvelable. Autre constat, c'est que plus de la moitié des bâtiments sont équipés soit de photovoltaïque,
soit de pompes à chaleur, soit d'une combinaison des deux. Et donc, c'est la grande majorité des bâtiments qui ont un système d'énergie renouvelable. Et donc, nous devons être particulièrement attentifs à ces technologies-là dans le cadre des réflexions sur la mise en place de cette exigence. Alors, le parcours du texte légal n'a pas encore commencé. On est au stade de la préparation à la première lecture. Qu'est-ce qui a été décidé à ce stade par le cabinet? C'est qu'on va mettre en place une nouvelle exigence sous forme explicite. Donc, concrètement, il y aura un nouvel indicateur qui sera utilisé, qui viendra à côté des indicateurs utilisés jusqu'à présent. Cet indicateur exprimera un pourcentage d'énergie renouvelable. Et donc, on va imposer une valeur minimale. Donc, le bâtiment, en plus d'avoir une consommation en dessous des niveaux EW et ESPEC actuels, devra avoir un pourcentage minimum de cette consommation qui est d'origine renouvelable. Les technologies valorisables dans cet indicateur ont été arrêtées aussi. Donc ce sont les technologies classiques. À noter que les réseaux de chaleur ainsi que les communautés d'énergie renouvelable sont prévus également. Et pour l'entrée en vigueur, la réponse du cabinet est dès que possible. Il faut savoir qu'on est largement en défaut au niveau date de transposition. Et donc, on est susceptible d'être contacté par l'Europe pour une procédure d'infraction. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans l'obligation de se mettre en conformité dès que possible. On est quasiment sûr qu'on n'arrivera pas au terme de la procédure législative avant d'être contacté par l'Europe. Mais donc, au moins, quand on sera contacté par l'Europe, on pourra dire que des éléments sont en cours de route et on pourra, je l'espère, arriver à une entrée en vigueur avant d'être sanctionné. Alors, si ces éléments-là sont décidés, qu'est-ce qui reste encore à définir? Les hypothèses générales relatives à l'indicateur, les hypothèses pour calculer plus en détail les technologies, le niveau d'exigence, proprement dit, ça doit encore être débattu, pour tous les types de bâtiments, les modalités d'application, puisqu'il y a des discussions notamment sur les immeubles d'appartements, d'avoir peut-être l'indicateur qui s'évalue une seule fois à l'échelle du bâtiment et pas comme d'autres indicateurs individuellement par appartement. Donc ça, c'est le genre de modalités d'application qui sont en discussion. Et tout le système d'encadrement des dérogations, puisque l'Europe prévoit qu'on doit prévoir des dérogations pour des raisons techniques, économiques et ou fonctionnelles. Alors, le champ d'application, ça concernera les unités résidentielles et non résidentielles. Mais dans un premier temps, on ne touchera pas les travaux de rénovation importants. C'est dans le cadre de l'obligation européenne, donc on ne respecte pas ce point-là. Mais aussi bien l'administration que le cabinet que le secteur, puisqu'il y a déjà eu des discussions avec le secteur, on n'a pas de solution facile et même réaliste qui pourrait permettre d'avoir une obligation sous une certaine forme d'exigence renouvelable dans le cadre actuel des travaux de rénovation. Et donc, nous, ce qu'on envisage, c'est, via la directive PEB 4, qu'on va voir ensemble après, de toute façon, la réglementation PEB en général devra évoluer, les travaux de rénovation importants, en tout cas leur gestion, devront évoluer. Donc, dans ces réflexions-là, lorsqu'on devra réfléchir à comment on transpose la directive 4, on intégrera à ce moment-là quelles solutions on peut mettre en place pour respecter cette exigence renouvelable pour ce type de travaux-là. Donc, dans un premier temps, seuls les bâtiments neufs seront concernés par cette nouvelle exigence. Alors, le planning envisagé, je suis désolé, il était bon la semaine passée quand on a clôturé le contenu des slides, mais il est plus bon depuis lundi, puisque le cabinet a modifié certaines choses qui faisaient partie du dossier, et le dossier qui était presque prêt à partir en première lecture doit être retravaillé. Donc, ce qui était prévu, c'était un parcours légal en mai 2023, vous pouvez compter mi-juin. Et donc, malheureusement, les outils qui vont avec, comme le logiciel et la formation, auraient dû être adaptés sur base de cette première proposition pour vous permettre de découvrir via les outils, déjà de pouvoir tester sur des bâtiments en cours de conception à quel niveau de pourcentage renouvelable ils arrivaient pour voir quel impact concret ces nouvelles exigences avaient sur les bâtiments. Ça sera quasiment impossible vu que le texte n'est pas encore parti en première lecture, qu'on ait ça pour la version de fin août telle que prévu. Entrée en vigueur, selon le cabinet, c'est aussi vite que possible. Et mai 2024, je pense qu'on n'est pas sans savoir qu'en mai 2024,
un dimanche matin, on devra se lever un peu plus tôt pour aller voter. Et donc évidemment pour eux, c'est une date symbolique, ils voudraient bien conclure ce projet-là avant. Un AGOE, quand tout se passe bien, il faut compter de l'ordre d'1 an. Alors, on est en mai 2023, il n'est pas encore parti. Donc honnêtement, mai 2024, ça paraît vraiment très ambitieux. Voilà, on communiquera au fur et à mesure sur cette matière. Il faut vous attendre à ce qu'en cours d'année 2024, cette exigence entre en vigueur. Et en tout cas, qu'on ne puisse pas attendre jusque janvier 2025. Ça sera très probablement avant. Et comme le souhaite le cabinet, dès que possible, surtout pour échapper à l'infraction européenne. Alors je vais aborder le dernier point qui est, comme je l'abordais en introduction, le plus volatile, en tout cas le plus flou, puisqu'il se peut que tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne se concrétise jamais. Donc la 4e version de la directive PEB, ce qu'on est sûr, c'est que par rapport au changement que la 3e version apportait par rapport à la 2e, qui était assez mineure et concentrée sur les exigences système, la version 4 va quand même bouleverser pas mal la réglementation PEB et demandera, à mon avis, une refonte complète des textes légaux. Alors ça se base d'une part sur le pacte vert pour l'Europe qui date de 2019, qui visait à engager l'Union européenne sur la transition écologique, à avoir un objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 et qui demandait une approche globale et transversale. Alors, complémentairement à ce plan est venu un second plan dû aux événements en Ukraine, qui est ce qu'ils ont appelé le REPowerEU, qui a donc été approuvé en 2022, et qui demande, par rapport à ce qui était déjà prévu dans le pacte vert, d'accélérer radicalement la transition écologique et de viser une indépendance énergétique de l'Europe plutôt que prévu, surtout vis-à-vis des combustibles fossiles en provenance de Russie. Et donc concrètement, ce que REPowerEU prévoit, c'est d'installer plus de 320 gigawatts de photovoltaïque d'ici 2025, ce qui revient à doubler la production actuelle de l'Europe, et 600 gigawatts d'ici 2030. Et d'imposer à tout nouveau bâtiment d'être ce qu'ils appellent solar ready, c'est-à-dire que si le nouveau bâtiment n'est pas déjà équipé de solaire photovoltaïque, qu'il ait en tout cas une toiture correctement orientée et libre d'accueillir, lorsque ce sera nécessaire, des panneaux photovoltaïques. Donc c'est ça qu'on appelle solar ready, donc éviter qu'il y ait des éléments comme des Velux ou des corps de cheminée justement dans le versant de toiture qui était exposé plein sud et qui réduirait le nombre de mètres carrés possible à installer à cet endroit-là. Alors il y a aussi des obligations d'installation de solaire photovoltaïque qui sont prévues dans ce plan. Pour 2027, ça concerne tout bâtiment neuf non résidentiel, public et commerciaux de supérieur à 250 mètres carrés. Pour 2028, donc l'année d'après, les mêmes bâtiments existants. Et à partir de 2030, tout immeuble de logement neuf devra avoir obligatoirement une installation solaire photovoltaïque. Alors, où en est la directive européenne? Donc là, je vais juste faire un petit aparté. Heureusement, rassurez-vous, je ne vais pas vous donner un cours d'institution européenne, mais ça permet un peu de comprendre le contexte. Donc, on est à ce qu'on appelle l'étape du trilogue. Le trilogue est donc une procédure européenne entre le Conseil européen, qui est dirigé par Charles Michel, la Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, et le Parlement européen, dont le président est Antonio Tajani. Dans une procédure normale, la Commission européenne propose un texte de loi, Parlement et Conseil européen doivent l'approuver. S'ils le font sans remarque, le texte est approuvé en première lecture. S'il y a des remarques, le texte est retravaillé en deuxième lecture et reproposé au Parlement et au Conseil européen. Et on était à ce stade-là, mais malheureusement, il n'y avait toujours pas d'accord. Et donc, c'est là qu'ils ont lancé la procédure appelée le trilogue, qui est donc une procédure de conciliation pour que Conseil européen et Parlement européen se mettent d'accord avec la Commission européenne qui intervient en tant que médiation. Alors, où en est-on? La première réunion de ce trilogue va commencer très prochainement, le 6 juin. Mais cette première réunion, c'est juste ce qu'ils appellent un meet and greet, c'est-à-dire prise de position pour savoir où en sont les avis de chaque intervenant. Les négociations proprement dit ne vont pas commencer à cette réunion. La Commission européenne avait pour intention que le texte soit publié et définitif fin 2023,
Sur base des textes précédents, on peut s'attendre à un délai de transposition de l'ordre de 18 à 24 mois. Et donc ça voudrait dire que si tous ces délais sont respectés, on devrait s'attendre à une entrée en vigueur en Wallonie pour mi-2025, fin 2026. Alors si je vous explique pendant quelques minutes ceci, c'est juste pour vous dire qu'on n'a sans doute jamais eu une directive PEB aussi fortement discutée, ce qui justifie d'autant plus qu'il faut prendre avec prudence le contenu actuel, puisqu'il y a quand même des fortes divergences d'opinion entre les différents intervenants, et que c'est pour ça qu'ils en sont arrivés à cette procédure de trilogue. Et voilà, il se pourrait très bien que des pans entiers du texte soient supprimés, modifiés radicalement, ou que des nouveautés apparaissent. Et donc on verra à l'issue de ce trilogue quelle est la version définitive de la directive, celle que nous devrons transposer. Alors, dans les grandes lignes, il y a deux aspects stratégiques qui sont traités par cette directive. Au niveau rénovation, imposer aux États membres de dresser un plan national de rénovation qui aura pour but d'inciter les bâtiments existants à faire des rénovations importantes, à assurer que les bâtiments atteignent une haute efficacité énergétique et soient décarbonés pour 2050, et transformer les bâtiments existants en bâtiments zéro émission. L'autre aspect stratégique concerne l'étude cost optimum. Donc c'est une évolution des principes de l'étude puisque le cadre méthodologique va être reprécisé. Il faudra désormais tenir compte des émissions de CO2 dans l'étude et prendre également en considération les aspects sur la santé. Alors, plus dans le concret, au niveau bâtiment neuf, la directive prévoit une notion de zéro émission building. Donc on avait précédemment Nearly Zero Emission Energy Building, maintenant on serait sur du zéro émission building. Ça concernerait les bâtiments publics dès 2026. Donc vous voyez que si les dates sont respectées, 2026 c'est demain. Surtout pour des bâtiments publics où la phase de conception peut être assez longue, et tous les autres bâtiments pour 2028. Et donc pour cette notion de zéro émission building, ce qu'ils entendent, c'est évidemment une consommation extrêmement réduite et le peu de consommation qui reste soit entièrement couvert par du renouvelable. Ils demandent aussi qu'un indicateur CO2 avec analyse du cycle de vie soit prévu, dans un premier temps uniquement pour information, et dans un second temps que ce critère devienne un critère réglementaire également, à l'instar des critères sur la consommation énergétique. Ça concerne les bâtiments neufs. Pour les bâtiments existants, il faut que les États membres prennent toute une série de mesures pour susciter la rénovation et aboutir à l'élément, réussir à éliminer progressivement les bâtiments les moins efficaces. Et donc pour ça, concrètement, ils demandent d'interdire les bâtiments classe E, d'abord les bâtiments publics à partir de 2027, les bâtiments non résidentiels également à la même date, les bâtiments résidentiels à partir de 2030, et puis 3 ans plus tard pour chacun de ces catégories, les classes D. Seules les classes E et les classes D sont prévues pour l'instant, mais il est prévu que ça continue de progresser puisque le principe d'évolution est prévu pour que progressivement les classes énergétiques les moins performantes disparaissent avec le temps. Alors, quelques slides avant, je vous ai présenté certaines des actions du plan dressé par le gouvernement. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais il y a une petite phrase dans le plan qui dit que toutes ces mesures devront être ajustées selon les futures impositions européennes. Donc là, je me suis permis une comparaison. Pour les bâtiments neufs, donc, il y a une notion proche qui est celle de zéro énergie ou zéro émission. L'Europe demande pour les bâtiments publics et privés 2026-2028. Le plan wallon prévoit 2027-2030. Pour l'interdiction de classes énergétiques, la directive, comme vous le voyez, commence en 2027-2030. Les premières interdictions selon le plan, c'est 2036. Donc heureusement qu'ils ont prévu la petite phrase à ajuster selon les futures impositions européennes, parce qu'on voit déjà là que, voilà, même si les dates de la directive ne sont pas encore figées, quand on voit l'écart dans le temps, on sera 1 ou 2 ans près autour de ces dates-là. Et donc ce qui est prévu dans le plan du PAC 2030 sera aussi prévu par la directive européenne, et l'État membre devra transposer ce qui est dans la directive européenne. Donc certaines actions du plan devront se concrétiser à cause ou grâce à l'Europe, ça dépend comment on le voit, bien plus tôt que ce que prévoit le plan actuellement.
Alors, concernant la partie Repower EU, et donc l'imposition d'installer du solaire photovoltaïque, pour les bâtiments neufs, ce seront les bâtiments publics et non résidentiels dès transposition, donc dès l'entrée en vigueur du texte. Les bâtiments résidentiels fin 2028, les parkings avec toit fin 2028 aussi. Donc ça, c'est un point important puisque c'est le type de bâtiment qui est hors scope actuellement de la PEB, bien souvent. Pour les bâtiments existants, ça concernera les bâtiments publics et non résidentiels fin 2026 et les rénovations importantes fin 2032. Alors il y a un principe qui est prévu dans la directive aussi, c'est que la mise en place de ces installations solaires doivent être combinées avec l'isolation de la paroi sur laquelle l'installation est placée. Pour les systèmes, ils ont prévu d'encore étendre le champ d'application des systèmes touchés. Donc ils y ont ajouté les protections solaires électriques, les installations électriques classiques et les bornes de recharge en immobilité. Nécessité d'évaluer un indicateur CO2, y compris dans le domaine des exigences système. Exigence d'une gestion automatique de l'éclairage pour les bâtiments non résidentiels et également des critères de qualité pour l'environnement intérieur et pour la qualité de l'air. Dans le domaine de la mobilité durable, il renforce les exigences immobilité actuelles pour les voitures et les camions. Il prévoit un principe que si le placement d'une borne n'est pas possible dans le bâtiment, il y a une possibilité de placer une borne publique à proximité. Des exigences pour les parkings vélos et les vélos électriques, et ainsi qu'une obligation de mettre en place des mesures pour que, dans le cas de copropriété, le placement de bornes soit rendu plus facile. Dans le domaine de la certification, il demande un recalibrage des échelles. Donc ça, c'est, je suppose, pour une forme d'uniformisation au niveau européen. Et donc, il demande que le label G représente 15% des bâtiments les plus mauvais, que le label A corresponde à 15 kWh par mètre carré par an et soit CO2 neutre, et que la répartition des labels entre les deux soit uniformément répartie. La validation du certificat resterait à 10 ans lorsque le certificat a un label A à C, mais serait réduit à 5 ans pour les certificats les plus mauvais. La directive définit aussi un contenu minimal. Bon, là, quand il sera arrêté, on devra l'examiner en détail. C'est aussi de nouveau pour viser une certaine forme d'uniformité entre les certificats des pays membres. Donc on devra voir à ce moment-là si, par rapport au contenu actuel de notre certificat, s'il y a des éléments à modifier ou à ajouter. Au niveau de la méthode de calcul, le principe d'une méthode horaire imposée est toujours présent dans les textes. Un choix plus clair entre partir sur une consommation calculée ou une consommation mesurée. Un principe pour les valeurs des facteurs de conversion d'énergie primaire, c'est ce qu'on appelle la notion de forward looking. Donc, vous savez bien, aujourd'hui, quand on fait une feuille de route d'un bâtiment, on lui trace un chemin de rénovation pour qu'il atteigne certains objectifs à l'horizon 2030, 2040, 2050. Donc, la logique ici est de dire, par exemple, pour l'électricité, on peut s'attendre à ce qu'en 2030-2040, le facteur d'énergie primaire pour l'électricité soit différent et meilleur que celui actuellement. Et donc de pouvoir tenir compte dans ces calculs qu'en 2030, il y aura aussi une évolution du facteur d'énergie primaire. Et donc ne pas forcément évaluer le bâtiment avec les données actuelles, mais des données futures qu'on espère obtenir si d'autres mesures sont rencontrées. Une demande de distinguer beaucoup plus clairement les parties renouvelables et non renouvelables pour tous les combustibles dans ce domaine-là. Pour le solaire photovoltaïque, valoriser l'autoconsommation et une définition d'un périmètre de valorisation où concrètement, donc, l'énergie supplémentaire qui ne serait pas consommée par le bâtiment et qui serait donc renvoyée sur le réseau ne pourrait plus intervenir dans la performance énergétique du bâtiment. Donc ne serait valorisée dans le bilan énergétique que l'énergie produite et consommée dans différents postes dans le bâtiment. Le surplus qui est renvoyé sort de ce qu'ils appellent le périmètre de valorisation et donc n'entre plus dans la performance du bâtiment. Aussi une notion de immobilité bidirectionnelle, donc un peu se servir de l'immobilité comme stockage d'énergie, où ça permettrait, en lien avec les points précédents, de valoriser une quantité de solaire photovoltaïque en plus, dans le principe qu'on stocke dans la voiture et on le récupère à un autre moment. Et un dernier point, c'est inclure l'efficacité de l'installation électrique. Mais là, honnêtement, on ne sait pas trop exactement
Ce que ça va toucher, c'est apparu assez récemment dans les versions de texte. Donc là, on devra voir le texte final et aussi les documents qui accompagnent une directive pour savoir exactement ce qu'il en retourne. Alors, dernier point, ça sera au niveau communication. Donc, chaque État membre aura l'obligation d'avoir une base de données. Donc, ça, chez nous, elle a été mise en place dès le début, donc on est en ordre. Un contenu minimum à respecter. Donc, là aussi, on devra examiner ce que demande l'Europe, voir si on est en ordre, et rendre cette base de données partiellement publique pour que toutes les données qu'elle contienne soient plus facilement utilisables pour ceux qui en ont le besoin. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut conclure, c'est qu'en tout cas, dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments au niveau légal, des choses vont changer dans les mois à venir. Donc, on aura encore l'occasion de faire des communications sur ces différents textes. Au niveau du PACE, les premières mesures qu'on devrait tenter de concrétiser, c'est les stops mazout et charbon, puisqu'elles rentrent en vigueur assez vite, ainsi que peut-être les premières obligations liées aux rénovations, donc le fait que lorsqu'on met en location un bâtiment, certains labels sont interdits, puisque là aussi les premières échéances sont assez proches. Et donc on profitera peut-être de textes comme le texte exigence renouvelable pour y insérer également ce genre d'action et profiter de ces parcours législatifs pour également traiter ces points-là. Donc ça clôture le premier chapitre sur les aspects réglementaires. Donc comme prévu, on va faire une petite pause pour vous permettre certaines questions sur ce sujet-là. Non. Test, ouais, ça fonctionne. Donc on a des questions qui sont arrivées par le chat. Donc la première, ça concerne les exigences de l'annexe C4. Y aura-t-il une obligation de contrôle de réception réalisée par une personne agréée, comme c'est le cas par exemple en région Bruxelles-Capitale avec les conseillers chauffage PEB? Bonjour. Oui, bonjour. Donc la question est vraiment bien. Donc oui, attends. Bien, alors la question est pertinente. Maintenant, il y a effectivement des acteurs agréés pour certains types de systèmes. Bon, c'est a priori à eux d'agir et de vérifier que les exigences système, déjà, c'est souvent eux qui font les travaux, donc de respecter les exigences au moment de faire les travaux et puis de rapporter ça dans le rapport de réception. Maintenant, il y a quantité de systèmes pour lesquels il n'y a pas de professionnels agréés, certifiés ou identifiés d'une quelconque façon. Mais donc, voilà, l'essence du texte, c'est effectivement que ce sont bien les professionnels, les installateurs, à la limite les bureaux d'études, si on est sur des travaux, des systèmes plus importants, c'est bien à eux de vérifier les exigences système. Et pour ce qui est des chaudières pour lesquelles il y a vraiment des techniciens agréés, combustibles, liquides ou gazeux aujourd'hui, voilà, il y aura une modification à venir du texte relatif aux réceptions et aux inspections de ces chaudières gaz et mazout pour que ces professionnels fassent bien le lien avec l'annexe C4. L'annexe C4 existait déjà et ces techniciens, finalement, ceux qui avaient envie de bien travailler, étaient au courant de l'annexe C4 et vérifiaient aussi que les critères étaient respectés, mais en fait, ils n'y étaient pas tenus. Et donc, d'autres techniciens agréés s'en tenaient à leur rôle prescrit réglementairement et n'agissaient pas pour l'annexe C4. Merci. Il y a une seconde question. Donc, on a parlé effectivement des certificats et des labels pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels. Mais qu'en est-il des bâtiments publics, puisqu'il n'y a actuellement pas de classement par rapport à ça? Disons que la certification bâtiment public aujourd'hui, c'est, si on le dit autrement, une espèce de monitoring des consommations réelles. Ce que le texte de la directive PEB indique, c'est que, suivant qu'on fasse le choix consommation calculée ou consommation mesurée, il y ait bien une échelle de label dans tous les cas, pour tous les bâtiments, et que tous les bâtiments soient soumis à ces interdictions progressives de label. C'est ça que le texte de la prochaine directive PEB dit aujourd'hui, et à voir ce qu'il en sera au final.
donc je disais, quand on revient à ce classement, ça fait déjà 4 ans que c'est obligatoire, et le classement, on nous l'avait promis assez rapidement. C'est toujours pas prévu, c'est toujours pas là, on n'a toujours pas d'infos en tout cas. L'Europe va nous forcer à le faire vraiment. Voilà, c'est pas grand chose d'autre à dire que ça. Ça va rien te casser. Bonjour. Donc, sur l'exigence C4, donc si j'ai bien compris, au jour d'aujourd'hui, on livre un bâtiment donc après le 27 mars où la GOE a été déposée. On n'est plus conforme. Enfin, comme il y a des nouvelles exigences qui sont sorties, donc des obligations de rapportage, etc. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, on est obligé de se mettre en conformité dès aujourd'hui. Si les systèmes sont installés, si la chaufferie n'est pas isolée, s'il y a d'autres choses, je ne sais pas tout ce qui est écrit dedans, mais est-ce qu'il y a une mesure transitoire, en tout cas pour les projets développés, déjà commandés et prêts à être livrés, ou est-ce qu'il n'y a aucune mesure transitoire prévue? Ronald vous a parlé de l'entrée en vigueur 10 jours après publication. La raison principale de ça, c'est que le texte arrive trop tard par rapport aux dates où les textes légaux étaient censés être passés. Et donc, si on avait prévu une période transitoire, on aurait dû mettre une date explicitement, une date lointaine, pas directement ici dans les quelques jours ou quelques semaines après la publication. Et ça, l'Europe aurait identifié directement qu'on était en retard. Et ça, c'est directement presque être sûr d'avoir une amende européenne. Donc, pour cette raison-là, il y a une publication 10 jours après publication au Moniteur. C'est brutal, hein, il faut appeler un chat un chat, mais voilà, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et donc, effectivement, au niveau des installations techniques, elles sont censées respecter, celles qui sont réceptionnées, finalisées, réceptionnées à partir du 27 mars et après, sont censées respecter les exigences système, effectivement. Maintenant, je vous invite à aller lire le contenu de cette annexe. Il y a énormément de choses dedans qui sont logiques et normales. Donc voilà, on peut discuter de certaines exigences qui vont un peu plus loin de la bonne pratique simple, mais la plupart, c'est ce qui est censé être fait dans les chaufferies et des installations techniques aujourd'hui. Merci. Encore un petit truc. Vous parliez d'un rapportage, un outil qui allait être mis à disposition. Même, il n'existe peut-être pas encore. S'il n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour le rapportage, il y a une disposition, une petite phrase dans les textes légaux qui indique qu'il doit se faire selon un certain format et ce format n'est pas communiqué à ce stade. Donc, pour être très clair, le rapportage n'est pas obligatoire aujourd'hui tant qu'il n'y a pas désignation de l'outil et du format pour le faire. Et le souhait, à la fois de l'administration, de la région en général, mais aussi lors des interactions avec le secteur, c'est que ce rapportage soit numérique, arrêté avec des rapports papier de réception ou d'installation. Et donc, quand cet outil de rapportage numérique des systèmes sera disponible, on identifiera via un arrêté ministériel que c'est cet outil-là, et à mon avis, d'autres aussi, parce que voilà, il ne faut pas cadenasser les choses à forcément utiliser un outil développé par la région, mais voilà, seront définis les outils acceptés pour faire ce rapportage, et à partir du moment où ces outils seront identifiés, le rapportage deviendra pleinement effectif. Donc les exigences existent, il faut les respecter. Le rapportage ne doit pas être fait aujourd'hui. C'est ça la situation. Merci. Bonjour. Une question par rapport au justement donc l'annexe C4 qui est entrée en vigueur, donc ça concerne les réceptions des installations. Donc en gros, ça s'applique effectivement de façon un peu brutale pour des raisons de délai à des choses qui étaient déjà conçues et qui sont réalisées et qui entre guillemets du jour au lendemain doivent être vérifiées. Mais pour ce qui est de tous les autres points qui sont, j'ai bien compris, pas encore vraiment actés dans des textes de loi, mais au niveau notamment
des toitures qui doivent être prêtes pour le solaire, etc., donc qui sont dans les plans. Est-ce qu'on parle dans les dates qu'on donne, il y en a certaines qui sont très très proches, 2026, 2027, est-ce qu'on parle à chaque fois de dates qui, quand elles vont être traduites en loi, concerneront des dates de dépôt de permis et donc de demande d'autorisation, ou est-ce que ça va être des dates qui, dans l'idée en tout cas à ce stade, sont des dates de réception? Parce que ça change quand même fortement la donne quand on est dans le clan des concepteurs. Et, question subsidiaire, mais c'est la même question, qui va être responsable des non-conformités et des sanctions? Enfin, je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme sanctions, je ne sais pas comment ça va être contrôlé, mais quand une fois que ça va être contrôlé, il va forcément y avoir des sanctions pour les choses non conformes. Qui va se retrouver responsable de ça, surtout dans tout ce qui concerne les systèmes, où effectivement ça concernera plus que des projets avec responsable PEB, plus que des projets avec éventuellement architecte? Qui va se retrouver un peu à être la personne qui est censée le savoir, qui est censée le dire, et surtout qui est censée l'imposer? Parce que concrètement aujourd'hui, il y a des tonnes de raisons de ne pas respecter tout ça dans la concrétude. La première des raisons est évidemment financière, mais il y a des tas de raisons de complications techniques, il y a des tas de raisons de négociation avec l'urbanisme, des tas de raisons de négociation avec les pompiers. Il y a des tonnes de choses qui font qu'aujourd'hui, des choses qui ont été annoncées comme des intentions européennes pour demain sont en fait aujourd'hui soit impossibles à mettre dans un permis d'urbanisme, soit impossibles à concrétiser, soit pour un prix complètement prohibitif. Qui va être responsable de ça? Et est-ce que c'est un problème qui doit être considéré comme un problème qui va tomber du jour au lendemain dans les réceptions des bâtiments? Ou est-ce que c'est un problème qui va d'abord passer par l'étape de la conception des permis et donc forcément un alignement de toutes les autorités qui sont consultées dans les permis et qui vont devoir elles aussi s'ajuster, je pense, de nouveau aux pompiers et aux urbanistes? Bien, alors, pour les exigences, disons, bâtiment neuf ou en cas de rénovation ou encore, il y avait changement de propriétaire, une obligation de rénovation. Voilà. À partir du moment où il y a un événement dans la vie du bâtiment qui est identifié, c'est relativement facile de bien prévenir les gens et de pouvoir, dans la mesure du possible, quand il y a un permis en jeu, de lier ça à un permis. Maintenant, le fait qu'il y ait des obligations temporelles, comme on a vu, juste une date, à partir de cette date-là, tout doit être bon. Quel que soit le bâtiment, quelle que soit l'intention des propriétaires de ce bâtiment de faire des travaux ou pas. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment se systématiser. Hein. Donc, il faut en être conscient. Maintenant, dans un monde idéal, tout le monde, y compris l'administration, est en mesure d'agir dans les temps, de publier des textes légaux bien en avance par rapport au moment où il faut imposer des exigences, quel que soit le type d'exigence. Et donc, dans ce monde idéal, les gens sont prévenus, ou en tout cas, il y a moyen de prévenir les gens avant pour permettre une mise en œuvre plus fluide, plus cohérente et voilà, plus concertée entre les acteurs. Maintenant, voilà, comme je l'ai expliqué, voilà, il n'y a pas la volonté de prendre les gens en traître, hein, je le dis, c'est pas le but, mais au final, cet AGE ici a mis 2 ans et 3 mois au total à être approuvé. Ronald parlait d'1 an dans sa publication et je dois dire que quand je suis arrivé à l'énergie, on parlait de 6 mois pour un AGE. Donc voilà, il y a les textes légaux, quand ils sont très discutés de très nombreuses fois, ben, ça retarde énormément le processus, ça c'est clair. Puis bon, on pourrait discourir sur les ressources de l'administration et d'autres considérations du genre, mais au total, je peux vous garantir qu'on essaye de faire notre travail le plus correctement possible et que ce n'est pas toujours le cas. Voilà, on s'en excuse même au final, même si on n'est pas forcément responsable de toute la chaîne de bout en bout. Merci, je comprends bien la position des gens qui sont en pratique derrière. Maintenant, dans ma question, il y avait aussi cette relative inquiétude concrète sur les conséquences que ça va avoir. Donc, on commence à avoir aujourd'hui, enfin, moi je suis depuis moins de 10 ans en tant qu'architecte, je suis encore responsable de toutes les conneries que j'ai faites. On commence aujourd'hui à avoir des retours de flamme de choses qu'on a mises en œuvre il y a 5-8 ans. On a des retours de flamme sur les techniques qui à l'époque, sur ATG, sur tout ce qu'on avait comme documentation disponible, étaient censées répondre d'une part des exigences et d'autre part être les meilleures techniques disponibles et qui s'avèrent être potentiellement problématiques à l'usage en raison de choses qui n'étaient pas spécifiées, en raison d'autres, etc. Donc on commence à être appelé, je veux dire, en SAV sur des conneries comme ça. Plus les systèmes concernés sont onéreux et de grande ampleur, plus le SAV représente beaucoup d'argent. Un des cas que je connais personnellement, c'est, on parlait d'éclairage automatique, de l'éclairage automatisé
vendu avec une durée de vie LED de je ne sais combien de centaines de milliers d'heures et de l'automation que ça, qui commence à déconner 4 ans après. Le hall devient inutilisable, il y a des pertes d'exploitation et on se retrouve en tant que concepteur, dans mon rôle, mais en tant qu'installateur, ça peut être le même problème, on se retrouve avec un client en face qui légitimement et avec des arguments légaux vient attaquer. Et donc ma question est, dans l'analyse des textes, etc., à quel point est-ce qu'on va finir par se mettre en porte-à-faux à ce niveau-là et à quel point est-ce qu'il y a cet aspect-là est pris en compte, je vais dire, au niveau des textes et de la répression qu'il y aura derrière pour les choses non conformes, parce que c'est un risque à couvrir, quoi. Quand on est en train de concevoir un bâtiment aujourd'hui, surtout s'il a un peu d'ampleur et s'il contient des systèmes un peu compliqués, ça ne s'applique pas que dans le résidentiel, tout ceci, donc ça implique des installations vraiment, vraiment importantes. Le risque peut être vraiment énorme, et donc la question qu'on se pose à un moment donné, c'est est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on ne le prend pas? Et c'est quelque chose qui m'interpelle un peu par rapport à la présentation d'aujourd'hui, surtout avec les exigences temporelles comme ça. Mais, disons, pour les exigences de l'annexe C4, à ce stade, c'est le propriétaire qui sera tenu responsable en cas de non-conformité. Les textes légaux sont écrits comme ça. Si jamais il y a une amende qui est décernée, c'est le propriétaire qui la recevra. Maintenant, derrière, voilà, c'est un peu comme dans toute une série d'autres procédures. La région n'est pas là pour aller arbitrer qui a dit quoi. Est-ce que c'est l'installateur qui a suggéré de placer un tel système de telle façon et ça se révèle non conforme, ou est-ce que c'est l'architecte, ou est-ce que c'est le client qui a absolument insisté pour avoir ce type de système? Voilà, là, il y a des choses, la région n'ira pas mettre le doigt, et dans toute une série de nos procédures actuelles, la région ne met déjà pas le doigt dans ce genre de relations. Donc, effectivement, ça se complexifie, et on voit ici, avec la perspective du forecast indiqué, des prochaines directives PEB, que cette complexification, elle arrivera, quoi qu'il arrive, en tout cas, la surcharge, la surcharge, on peut appeler ça comme on veut, d'exigences en plus et de choses en plus à considérer. Donc, oui, moi, je n'ai pas la réponse à votre question de savoir qui, mais effectivement, l'idéal, effectivement, de bien répartir les rôles. Il y a des installateurs système, il y a peut-être un bureau d'études, il y a peut-être un architecte, et enfin voilà, il faut vraiment essayer de s'entendre sur qui fait quoi, et de la façon la plus complète possible, mais voilà, je ne sais pas quoi répondre d'autre, en fait, à ce stade. Il y a quand même encore beaucoup de questions. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est afin de ne pas prendre trop de retard sur le planning, c'est de conserver vos questions pour la fin de la présentation. On aura sûrement un battement pour pouvoir y répondre au mieux. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter par le service des facilitateurs et on essaiera d'inclure ces questions dans le document de questions-réponses qu'on publiera avec les slides et les enregistrements pour avoir vraiment un document le plus complet et exhaustif possible. Alors, pour ma part, je vais juste terminer avec un petit point rapide sur l'outil logiciel PEB avant de passer la parole aux équipes des facilitateurs. Donc, la dernière version mise en ligne a été mise en ligne début mai. Elle contenait essentiellement une série de résolutions d'incidents. Une version corrective est attendue dans les prochains jours. Elle est consacrée à un seul incident, mais qui était suffisamment impactant pour qu'on décide de le corriger tout de suite, et qui était relatif à l'encodage des couches composées. Alors, la prochaine version majeure sur laquelle nous travaillons sera disponible fin août. Alors, elle devait, mais ça ne sera plus possible, contenir déjà une introduction en ce qui concerne l'exigence renouvelable. Elle aura au niveau de l'adresse des bâtiments des modifications qui permettront d'identifier avec plus de précision le bâtiment concerné. L'encodage, uniquement l'encodage, pas la méthode de calcul qu'il y a derrière, mais uniquement les écrans d'encodage relatifs aux nœuds constructifs devraient évoluer, ainsi que des incidents. Il est très probable, pour des raisons administratives, que ça soit la dernière version en 2023. Et donc, il n'y aura pas d'autres versions dans les mois qui suivent. Et donc, avant 2024, ce sera la dernière version mise en ligne. Alors, pour les développements futurs, les 3 administrations sont en train de réfléchir au logiciel d'après. Le logiciel PEB a, je pense, 14 ans. Il est donc développé sur une technologie de développement qui a cet âge-là aussi. Et donc les administrations sont en train de réfléchir à quel pourrait être
la nouvelle génération d'outils réglementaires qui viendrait par après. Il n'y a pas de décision encore prise pour l'instant, nous sommes vraiment en phase exploratoire et il n'y en aura sans doute pas sous cette législature-ci. On prépare, ce qui est prévu, c'est de préparer une analyse conjointe aux 3 régions pour présenter aux nouvelles équipes ministérielles des prochains gouvernements et que des décisions importantes soient prises à ce moment-là. Mais donc, il y aura d'une part des évolutions technologiques puisqu'on repartirait probablement presque de zéro, mais aussi peut-être des évolutions au niveau des relations entre les régions, puisqu'il se pourrait que l'outil 3 régions ne soit plus dans le futur un outil commun aux 3 régions. Et que, non. À cause simplement d'une loi linguistique qui existe en Flandre, dont on a parlé justement cette semaine-ci. Je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y avait eu, autour d'Anvers, ils ont remplacé certains panneaux pour que Liège, Mons, etc. apparaissent dans la langue de l'endroit où se situe la localité. Ça a été rechangé juste après parce qu'il y a une loi linguistique en Flandre qui interdit d'avoir du français sur des panneaux ou des logiciels officiels. Et donc dès le départ, quand la Flandre nous a rejoints, puisque si vous vous souvenez au départ c'était un outil commun Bruxelles-Wallonie, quand il était question de la langue et de leur partager, de leur dire voilà les textes en français sont disponibles, vous pouvez les avoir, ils nous ont dit ah non, on ne peut pas. Ils ont l'interdiction, même s'ils comprenaient que certains utilisateurs francophones pourraient en avoir besoin, ils ont l'interdiction dans un outil réglementaire d'avoir du français. Donc ça, nous on n'y pouvait rien, ça ne nous appartenait pas de choisir, et l'administration flamande n'y pouvait rien non plus. Mais je suis d'accord avec vous que de toute façon, les 3 méthodes de calcul derrière n'étant pas 100% communes, l'outil en dehors de la langue n'est pas 100% commun. Si vous n'aviez jamais fait de projet à Bruxelles ou en Flandre, que vous avez toujours travaillé en Wallonie, le jour où vous faites votre premier projet à Bruxelles et en Flandre, vous découvrez des écrans que vous n'avez jamais vus en Wallonie et inversement. Voilà.